L'église de la Madeleine se dressait au cœur de Paris, non pas comme une maison de prière, mais comme le théâtre d'une transaction monumentale. Des cascades de fleurs blanches, importées à grands frais, tombaient des colonnes corinthiennes, leur parfum se mêlant à l'odeur de la cire des bougies et des parfums onéreux des invités. Les lustres en cristal scintillaient, projetant une lumière froide sur le tapis rouge immaculé qui menait à l'autel. Le tout Paris était là, l'élite de la finance et de l'industrie, murmurant des stratégies de fusion et des alliances familiales, plutôt que des prières. L'air était lourd, saturé de formalités et d'attentes calculées. Chaque détail criait la perfection, la richesse et le contrôle, un décor somptueux pour une union qui ressemblait davantage à un accord commercial qu'à une célébration de l'amour. C'était un monde parfaitement orchestré, sur le point d'être irrévocablement fracturé par une vérité simple et humaine. Au pied de l'autel, Alexandre Lefebvre incarnait cette perfection. À 38 ans, il était au sommet de son empire technologique, un homme qui avait bâti sa fortune à partir de rien. Son costume, œuvre d'un grand couturier, était impeccable. Sa posture droite, son sourire calibré pour les photographes et les conseils d'administration. Pourtant, au-delà de cette façade de succès, ses yeux trahissaient une lassitude profonde, un vide que ni l'argent ni le pouvoir n'avaient réussi à combler. Ce mariage était sa dernière acquisition, la pièce manquante de sa collection de réussite, la famille parfaite. Il attendait sa future épouse, Camille, dont l'arrivée scellerait l'union de deux dynasties. Le prêtre lui adressa un sourire rassurant, mais Alexandre ne le vit pas. Son esprit était ailleurs, perdu dans la contemplation de ce futur si méticuleusement planifié, un futur qui lui semblait étrangement creux. C'est alors qu'une silhouette discrète se glissa par une porte latérale, cherchant une place dans les derniers rangs, loin des regards. C'était Amélie Robert, tenant par la main deux petits garçons en costume simple mais soigné. Leurs cheveux sombres et bouclés encadraient des visages identiques, dominés par de grands yeux bruns qui observaient l'immensité de l'église avec une curiosité timide. Le regard d'Alexandre, balayant une dernière fois l'assemblée, se figea sur eux. Le temps s'arrêta. Il ne vit pas Amélie d'abord. Il vit ses deux enfants. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était un miroir, un écho direct de ses propres photos d'enfance. Un choc si violent qu'il lui coupa le souffle. Le prêtre, remarquant sa pâleur, s'approcha pour lui demander si tout allait bien. Un murmure parcourut l'assistance. L'orchestre parfait commençait à jouer une fausse note. Ignorant la question du prêtre, ignorant les centaines de pères dieux fixés sur lui, Alexandre descendit les marches de l'autel. Il se déplaçait comme un somnambule, son univers contrôlé s'effondrant à chaque pas. Il traversa la longue allée, son esprit vide de toute pensée sauf une. Arrivé au dernier banc, il s'agenouilla devant les deux garçons, qui le regardaient, effrayés. Il tendit une main tremblante et toucha la joue de l'un d'eux, comme pour s'assurer qu'il était réel. Puis il leva les yeux vers Amélie, une question muette brûlant dans son regard. Elle ne dit rien, se contentant d'hocher la tête, une confirmation silencieuse qui anéantit son monde. À cet instant précis, la silhouette de Camille, la mariée, apparut à l'entrée. Voyant la scène, dévastée et publiquement humiliée, elle tourna les talons et disparut. Parfois, la vie nous brise pour nous permettre de nous reconstruire. Si ce genre de récit vous parle, votre abonnement est un soutien précieux qui nous aide à continuer de partager ces histoires. Le silence dans la Rolls-Royce était plus assourdissant que les murmures choqués laissés derrière eux à l'église. Alexandre était assis en face d'Amélie, les deux garçons, serrés contre leur mère, le regardant avec une méfiance mêlée de curiosité. Le cuir froid de la banquette, l'odeur de bois précieux, tout dans cet espace confiné criait une opulence qui était désormais obscène. Le monde extérieur avait disparu, remplacé par cette bulle tendue et irréelle. Alexandre n'était plus le titan de l'industrie, le fiancé au sommet de sa gloire. Il était un étranger, un intrus dans la vie de ses deux enfants, qui portaient son visage. Chaque kilomètre qui les séparait de
La Madeleine était un pas de plus vers une réalité qu'il avait ignorée pendant si longues années, une réalité dont le poids menaçait de l'anéantir complètement, le dépouillant de toutes ses certitudes. L'appartement d'Amélie, au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble du 14e arrondissement, fut un choc encore plus violent. L'opulence de sa voiture laissa place à une simplicité touchante et digne. Une odeur de lessive et de soupe de légumes flottait dans l'air. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants aux couleurs vives et de petites voitures étaient soigneusement alignées sur un tapis usé. C'était un foyer, un vrai, rempli d'une chaleur et d'une histoire dont il n'avait jamais fait partie. En regardant Léo et Hugo ôter leurs chaussures et courir vers leur chambre comme si de rien n'était, Alexandre se sentit plus seul et plus démuni qu'il ne l'avait jamais été dans une salle de conseil. Il ne possédait rien ici. Son argent, son pouvoir, son nom n'avaient aucune valeur entre ces murs. Il n'était qu'un homme face à son plus grand échec. La conversation, lorsqu'elle commença, fut dénuée de cris ou de reproches. Amélie parlait d'une voix lasse, celle d'une personne qui a rejoué cette scène 1000 fois dans sa tête. Elle lui rappela leur brève liaison, 7 ans plus tôt, une parenthèse passionnée avant qu'il ne soit consumé par la construction de son empire. Elle lui raconta comment elle avait découvert sa grossesse après son départ, ses tentatives de le joindre, se heurtant à un mur de secrétaires et d'assistants formés pour filtrer les distractions. Elle n'avait pas insisté, par fierté et par peur. Comment aurait-elle pu rivaliser avec le monde qu'il bâtissait ? Elle avait choisi de protéger ses enfants de l'ombre d'un père qui, pensait-elle, ne les avait jamais voulus. Chaque mot était une pièce du puzzle de son ignorance, assemblant une image de négligence dont il était le seul responsable. Un tourbillon d'émotions contradictoires s'empara d'Alexandre. Une culpabilité si profonde qu'elle lui donnait la nausée, une colère sourde contre Amélie de lui avoir volé ses années, mais surtout un sentiment de perte abyssale. 6 ans. 6 ans de premiers pas, de premiers mots, de cauchemars à apaiser et de genoux à soigner. Il avait passé ses années à conquérir des marchés, à accumuler des zéros sur son compte en banque, pendant que la partie la plus importante de sa vie se déroulait sans lui, à quelques kilomètres de son bureau panoramique. Il regarda les 2 garçons qui jouaient silencieusement dans le couloir, 2 vies qui étaient des siennes, mais qui lui étaient totalement étrangères. Il savait comment démanteler une entreprise concurrente, mais il ne savait pas comment aborder ses propres fils. Le scandale éclata avec la violence d'une tempête médiatique. Les tabloïds se déchaînèrent, publiant des photos volées de lui à l'église, de son visage blême, à côté de celle d'Amélie et des jumeaux. Le mariage du siècle annulé. Le Maga et ses enfants cachés. La famille de Camille, puissante et humiliée, orchestra une campagne de dénigrement impitoyable. Il n'était plus le génie de la tech, mais un menteur, un homme sans honneur. Ses partenaires commerciaux s'inquiétaient, le conseil d'administration convoquait des réunions d'urgence. Le château de cartes qu'il avait si méticuleusement construit menaçait de s'effondrer. La solitude du sommet n'avait jamais été aussi glaciale. Parfois, la vie nous expose de la manière la plus cruelle pour nous forcer à voir la vérité. Si vous trouvez un écho à votre propre parcours dans ce combat, sachez que votre inscription à notre chaîne nous permet de continuer à partager ces témoignages. Loin des unes des journaux, la vie d'Amélie avait été un long combat silencieux. Elle n'était pas une victime attendant d'être sauvée, mais une guerrière discrète. Le narrateur nous emmène dans son passé. Les nuits blanches avec 2 nourrissons, l'épuisement constant, les calculs pour boucler les fins de mois difficiles en travaillant comme infirmière de nuit. On la voit pousser une double poussette sous la pluie parisienne, le visage fatigué mais déterminé. On la voit lire des histoires à ses fils, sa voix douce remplissant leur petite chambre, créant pour eux un monde de sécurité et d'amour inconditionnel. Elle avait renoncé à beaucoup de choses pour eux, mais elle n'avait jamais considéré cela comme un sacrifice. Chaque sourire de Léo, chaque câlin de Hugo était sa richesse, une fortune bien plus réelle que celle d'Alexandre.
La première tentative d'Alexandre pour créer un lien fut un échec retentissant. Conditionné par un monde où tout s'achète, il arriva un après-midi les bras chargés de cadeaux hors de prix. Des consoles de jeux complexes, des robots télécommandés, des vêtements de marque. Les garçons regardèrent ces objets avec une indifférence polie, préférant retourner à leurs figurines usées et à leurs livres d'images. Il essaya de leur parler de ses voyages, de ses avions, mais leurs univers ne se touchaient pas. Le moment le plus douloureux fut quand Léo, le plus extraverti des deux, lui demanda avec une innocence désarmante « C'est qui, Camille? Maman a dit que tu devais te marier avec elle. » La question, simple et directe, le laissa sans voix, incapable d'expliquer un monde d'adultes si compliqué à un enfant de 6 ans. La confrontation devint inévitablement légale. Les premiers rendez-vous se déroulèrent dans les bureaux froids et impersonnels des avocats d'Alexandre. Le langage était celui de la guerre, droit de garde, pension alimentaire, test de paternité. Amélie était terrifiée. Assise en face de cette armée de professionnels en costume sombre, elle se sentait petite, impuissante. Sa seule arme était son amour inébranlable pour ses enfants, et elle craignait que cela ne suffise pas face à la puissance financière d'Alexandre. Lui-même se sentait mal à l'aise. Ses avocats lui conseillaient une stratégie agressive pour obtenir la garde exclusive, arguant de sa stabilité financière supérieure. Mais chaque mot prononcé sonnait faux, comme une trahison envers les deux petits visages qui hantaient désormais ses nuits. Un soir, alors qu'il rendait visite à l'appartement, il trouva une scène de chaos domestique. Hugo était en larmes à cause d'un genou écorché, Léo était agité, et Amélie, visiblement à bout de force après une longue journée de travail, essayait de préparer le dîner. Sans réfléchir, Alexandre prit Hugo dans ses bras. L'enfant se raidit d'abord, puis, sentant une maladroite mais sincère tentative de réconfort, il enfouit son visage sanglotant dans l'épaule de son père. Alexandre le berça doucement, lui murmurant des mots apaisants, des mots qu'il ne savait pas qu'il connaissait. Il ne fit rien d'héroïque, il fut simplement là. Depuis le seuil de la cuisine, Amélie observa la scène, et pour la première fois depuis des années, elle sentit le mur de méfiance autour de son cœur se fissurer. Ce moment fragile fut un tournant. Alexandre commença à comprendre que la paternité n'était pas un droit à revendiquer, mais un privilège à mériter. Il congédia son équipe d'avocats agressifs et engagea un médiateur familial, insistant sur le fait que le bien-être des garçons devait être la seule priorité. Il cessa d'apporter des cadeaux et commença à offrir son temps. Il les accompagna au parc, apprit les noms de leurs dinosaures préférés, s'assit par terre pour construire des tours de Lego qui s'effondraient toujours. Il se laissait salir, chahuter, et pour la première fois, il découvrait la joie simple de l'instant présent. Une joie qu'aucun contrat d'1 milliard d'euros ne lui avait jamais procurée. C'est dans cette humilité qu'il commença à se reconstruire, non pas comme un magnate, mais comme un père. C'est souvent quand on abandonne tout ce qu'on croyait être qu'on trouve enfin qui on est. Votre soutien, par un simple abonnement, est ce qui nous donne la force de continuer à explorer ces transformations. Pourtant, le chemin de la rédemption était semé d'embûches. La procédure pour établir officiellement sa paternité était un labyrinthe administratif lent et humiliant. Il devait répondre à des questions intimes devant des fonctionnaires indifférents, se soumettre à des tests, prouver ce que son cœur savait déjà. Le jugement de la haute société était implacable. D'anciens amis traversèrent la rue pour l'éviter. Les invitations se tarirent. Il était devenu un paria, un rappel gênant que même les vies les plus parfaitement orchestrées pouvaient dérailler. Cette solitude forcée le dépouilla de son arrogance, le laissant nu face à lui-même et à ses erreurs. Il apprenait à vivre sans l'approbation des autres, ne cherchant plus que celle de 2 petits garçons. Une confiance précaire commençait à s'installer entre lui et Amélie. Ils apprenaient à communiquer, non plus comme d'anciens amants ou des adversaires, mais comme des parents. Ils partageaient des anecdotes sur les enfants, des inquiétudes sur leur avenir, des souvenirs de la brève période où ils avaient été heureux ensemble.
Un soir, dans le calme de l'appartement endormi, elle lui avoua sa peur constante de ne pas être une mère suffisante, et il lui confessa sa terreur de n'être jamais un père à la hauteur. Cette vulnérabilité partagée était le ciment de leur nouvelle relation. Cependant, à l'extérieur, les forces qu'il avait déclenchées ne s'étaient pas apaisées. La famille de Camille, refusant d'accepter la défaite, préparait sa vengeance, une menace qui planait sur ce fragile équilibre et promettait de tout détruire. La vengeance de la famille de Camille ne tarda pas à se manifester, non pas par un scandale médiatique, mais par une attaque juridique froide et calculée. Une armée d'avocats, mandatés par son père, contesta la validité des documents de paternité, insinuant qu'Amélie était une manipulatrice cherchant à extorquer de l'argent. La convocation arriva un matin pluvieux, et la réunion fut fixée dans un cabinet d'avocats impersonnel près de la place Vendôme. L'atmosphère était glaciale. Les mots « compétence parentale »,« enquête sociale » et « intérêt financier » étaient lancés comme des armes. Amélie, pâle mais résolue, se tenait droite, tandis qu'Alexandre sentait la rage monter. Il voyait ses propres tactiques, son propre monde, retourner contre lui. Dans un coin de la pièce, Léo et Hugo dessinaient, essayant d'ignorer la tension palpable. Mais les voix qui s'élevaient devenaient de plus en plus difficiles à occulter pour leurs petites oreilles. Le ton monta brusquement lorsque l'avocat de la partie adverse qualifia Amélie de mère instable. C'en était trop. Alexandre se leva d'un bond, prêt à exploser, mais le cri d'Amélie le figea. « Hugo! Où est Hugo ?» Le silence tomba. La chaise où le garçonnet était assis quelques secondes plus tôt était vide. La porte du bureau était entr'ouverte. La panique, pure et viscérale, submergea Alexandre. Ce n'était plus une question de fierté ou de bataille juridique. Son fils, son petit garçon introverti et sensible, effrayé par la colère des adultes, s'était enfui dans les rues de Paris. Il bouscula les avocats, renversa une pile de dossiers et se précipita dehors, suivi de près par une Amélie en larmes. Le monde des affaires, avec ses stratégies et ses victoires, s'évapora. Il ne restait plus que la peur la plus primitive qu'un parent puisse connaître. Ils coururent dans les rues, deux âmes unies par une terreur commune. Alexandre, l'homme qui commandait des milliers d'employés d'un simple email, n'était plus qu'un père désespéré criant le nom de son enfant. Le bruit de la circulation, les klaxons, les visages indifférents des passants, tout lui semblait hostile. Chaque enfant aux cheveux sombres qu'il apercevait lui donnait un faux espoir immédiatement anéanti. Amélie, à ses côtés, appelait Hugo d'une voix brisée, son visage baigné de larmes. Les heures s'étirèrent en temps, une agonie sans fin. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres sur les trottoirs parisiens. Alexandre sentit un vide s'ouvrir en lui, plus terrifiant encore que la faillite. C'était le vide de l'impuissance totale, la conscience aiguë que tout son argent et tout son pouvoir ne valaient rien face à la perte d'un enfant. C'est au crépuscule qu'ils le trouvèrent, au cœur du jardin du palais royal. Il était assis sur le rebord d'une fontaine, recroquevillé sur lui-même, sa petite silhouette tremblante sous les arcades historiques. Il pleurait en silence, le visage caché dans ses mains. Alexandre s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Il n'y eut ni cri de soulagement, ni reproche. Il s'agenouilla devant son fils, exactement comme il l'avait fait dans l'église, mais cette fois, son regard n'était plus empli de choc, mais d'un amour et d'un remords infinis. Il attira doucement Hugo dans ses bras, le serrant contre lui comme le trésor le plus précieux au monde. Le petit corps se détendit contre le sien et Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son enfance. Toujours agenouillé, tenant Hugo blotti contre lui, il leva les yeux vers Amélie qui s'était approchée avec Léo. « Pardon » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Ce n'était pas une excuse formelle, mais un aveu brisé, une demande de pardon pour les années perdues, pour la bataille stupide, pour la peur qu'il venait de leur infliger. Il regarda ses deux fils, ses deux miracles, et sut qu'il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. « Je suis votre père »
dit-il, sa voix gagnant en force et en certitude. « Et je vous promets que je vais apprendre à être le meilleur père du monde. Plus jamais vous n'aurez peur, plus jamais je ne vous laisserai. » Dans le calme du jardin, sous le regard silencieux des statues, une famille venait de naître, non pas par le sang ou la loi, mais par une promesse faite avec le cœur. Si vous croyez haut et le pouvoir des secondes chances, votre abonnement est le plus beau des encouragements pour que nous continuions à raconter ces histoires de rédemption. La promesse faite dans le silence du jardin ne fut pas un simple mot prononcé sous le coup de l'émotion, mais le premier acte d'une transformation radicale. Le lendemain, Alexandre convoqua ses avocats, non pas pour préparer une contre-attaque, mais pour annoncer un cessez-le-feu inconditionnel. Il retira toutes les procédures, renonça à toute bataille pour la garde exclusive et fit publier un communiqué de presse d'une simplicité désarmante. Il n'y justifiait rien, n'accusait personne. Il reconnaissait publiquement Léo et Hugo comme ses fils, exprimait ses profonds regrets pour les années d'absence involontaire et déclarait que sa seule priorité désormais serait de leur consacrer sa vie. Face à cette capitulation de l'ego, la campagne de dénigrement de la famille de Camille perdit toute sa force, se brisant contre le mur d'une humilité sincère. Le magnate impitoyable avait disparu, laissant place à un père. La vie d'Alexandre se réorganisa autour d'un nouvel axe. Il délégua la direction quotidienne de son empire, ses journées n'étant plus rythmées par les cours de la bourse, mais par les horaires de l'école. Son hôtel particulier, autrefois un mausolée de design froid et impersonnel, devint un véritable foyer. Les sculptures d'art contemporain furent déplacées pour faire place à une cage de football dans le salon. Et les murs de marbre se couvrirent de dessins aux couleurs criardes. Il apprit les rituels simples qui forment le cœur d'une famille, le réconfort après un cauchemar, la patience pour aider au devoir, la joie simple d'une partie de cache-cache dans le jardin. Amélie et lui établirent une garde partagée fluide, fondée sur la communication et un respect mutuel retrouvé, devenant les partenaires qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'être. Conscient que sa rédemption personnelle ne suffisait pas, Alexandre voulut donner un sens plus large à son épreuve. Il créa la Fondation Lefebvre-Robert, une organisation dédiée au soutien des mères célibataires en situation de précarité. Il y investit une part considérable de sa fortune, mais surtout, il y investit son temps et son histoire. Il ne se contentait pas de signer des chèques, il participait aux réunions, écoutait les témoignages des femmes aidées par la Fondation, reconnaissant dans leur lutte l'écho du combat silencieux d'Amélie. Ce n'était pas un acte de charité pour nettoyer son image, mais une mission sincère née de sa propre prise de conscience. Il utilisait les outils qui avaient bâti son empire, sa vision stratégique et son réseau, non plus pour accumuler des richesses, mais pour réparer des vies. Les années passèrent, transformant le scandale en une vieille histoire oubliée. Un dimanche après-midi ensoleillé, au parc Monceau, Alexandre poussait Léo et Hugo sur les balançoires, sous le regard tendre d'Amélie assise sur un banc non loin. Leur rire fusait, pur et insouciant, se mêlant à ceux des autres enfants. Il n'était plus le titan de la technologie que le monde avait connu, mais simplement un père qui regardait ses fils s'élever vers le ciel. Il avait tout perdu ce jour-là à l'église de la Madeleine, un empire financier, une réputation, un avenir tracé. Mais en échange, il avait gagné un univers. Parfois, les plus grandes richesses ne se trouvent pas dans les empires que l'on bâtit, mais dans les ruines que l'on a le courage de reconstruire. Si ces récits de seconde chance résonnent en vous, votre abonnement est la plus belle manière de nous aider à continuer de les partager.